On va enchaîner avec ce match entre les Toulousains et les Brestois. On venait de s'imposer 5-0 à Auxerre, donc on était en pleine confiance, en pleine bourre. Vous avez pu suivre ça, nous, Danu, on a commenté ça de main de maître, je sais pas, mais en tout cas on a pris beaucoup de plaisir. On remercie encore une fois Romain de nous avoir accueillis, en espérant vite refaire ce genre de choses. Pour la compo, Dupérou, Nicolaisen, Silla, Diarra, Spearings, Van Den Boomen, Deyaguru, Ratawa, Bouklal et Ado, encore une fois, sont entrés en jeu Bierman, Sevic, Kita, Dalinga, Shaibi. Un partout, but de Mounier pour Brest et égalisation d'Abouklal pour nous en seconde mi-temps, les deux sur corner. Alors sur le papier, le match nul est un petit peu décevant, parce qu'un point, on s'attendait à en prendre 3 face à Brest. On se devait d'en prendre 3, mais quand on voit le contenu, j'ai quand même l'impression que c'est assez logique. Je sais pas, quel est votre avis sur cette rencontre, Nathan? Ouais, globalement, le nul est quand même mérité, même si Brest offensivement n'a pas montré grand chose, surtout en seconde mi-temps où c'était le néant total. Mais c'était une équipe qui était assez présente au milieu de terrain, qui nous a quand même embêtés. Une équipe qui pour moi n'a pas la tête d'une équipe de Ligue 2, comme on l'a vu malheureusement face à Auxerre. Voilà, beaucoup de présence qui nous a empêché justement de mettre notre jeu en place. On a essayé de rester dans la continuité de ce qui a été fait justement face à Ajaccio et Brest, mais voilà, compliqué dans la création de mouvement. Ils ont marqué assez rapidement aussi, donc derrière on le sentait, c'est Fred avant le match aussi, tu disais tu craignais l'ouverture du score et que ça resserre derrière. Je craignais pas que ça. C'est ce qui est arrivé, c'est-à-dire ouverture du score sur un coup du sort, sur un coup de pied arrêté, et derrière ça essaye de tenir le score comme ça peut. Bon, après techniquement Toulouse était quand même supérieur, mais quand tu regardes, on n'a pas non plus eu des masses d'occasions. Voilà, on avait quand même une position supérieure, et voilà, dans le jeu on voyait qu'on était quand même on était quand même beaucoup plus dangereux sans avoir non plus voilà le truc de se dire qu'on les a écrasés. Donc écoute, logique, et puis voilà, au moins ça va pas nous faire prendre la grosse tête. Ouais, logique, et même une première mi-temps, je dirais, où déjà une équipe de Brest dans le même schéma que nous, donc en 4-3-3, et j'ai trouvé un milieu de terrain de Brest en première mi-temps assez dominateur, quoi. Je les ai trouvés même, ils étaient pas venus pour mettre un bus devant leur cage, quoi. Ils ont été de suite dans notre cas, ils nous ont quand même fait subir un pressing intense, puisque ils ont été de suite dangereux sur le coup franc de Lesmelou. Et après, ouais, j'ai trouvé leur milieu, Lesmelou, Magnetti, je crois, et Camara. Ouais, mais vraiment très très bon, quoi. Bon, après ça a été un petit peu plus difficile, donc on va dire que la première mi-temps, on va dire un ballottage pour Brest. En seconde mi-temps, on a marqué logiquement, et pour moi le match nul est logique, quoi. Non, c'est juste justement quand on a de l'adversité au milieu, c'est là où on sent qu'on est en difficulté et qu'on est bloqué. Ça nous est arrivé plein de fois, même au stadium, donc. Ouais, moi je trouve, je partage votre avis, on s'est fait bousculer, ça c'est sûr. J'ai bien aimé le Doiron devant, le 22 là, je trouve qu'il a fait un super match. Et il joue à Vincent, lui. Ah ouais, il joue sur le côté, je crois. Oui, c'était Mounier devant. C'était Mounier devant. Et je trouve que cette équipe, c'est une bonne équipe de Brest. Et je sais pas, je me demandais, j'étais avec mon oncle au match, on se demandait ce qu'elle faisait aussi bas au classement. Ils ont quand même des bons joueurs, Mounier, le Doiron, Lesmelou. Il y a Islam Slimani qui est rentré devant aussi. Et je trouve que le match nul est justifié. Chacun a eu sa mi-temps. Brest a été bon et Toulouse en deuxième mi-temps a été plus dangereux, donc c'est justifié. Après, t'as l'effet Eric Roy aussi qui est arrivé récemment à Brest. Donc quand t'as un nouvel entraîneur, tu sais toujours que t'as toujours l'envie de bien faire. Donc évidemment. Ouais. On va accueillir notre Mehdi National qui était avec nous pour quelques minutes ce soir. Ça va, Mehdi? Ça va et vous les gars? Ça va, merci. On est en train de débriefer le match. Un peu. Toi, j'ai l'impression que vous êtes sur l'autoroute parce que il y a un bruit de fond, je vous entends des fois de loin. Donc je sais pas si vous avez changé les locaux de Radio Occitanie, c'est sur le périph' maintenant. Mais oui, on est en direct avec les agriculteurs d'ailleurs. Bonsoir. Ah, vous étiez avec je comprends mieux. Non, ouais, c'est possible. Tu connais tu sais comment ça se passe ici, hein. C'est pas toujours. Chaque semaine on fait la même manip, mais c'est pas toujours le rendu. On était sur le match en général. Tu veux donner un petit point ou on rentre dans les détails d'entrée? Je peux te faire très court. Un point par rapport au match, c'est bien. Ouais, je pense que c'est ce qu'on est tous plus ou moins d'accord sur
sur le plateau que c'est quand même assez logique ce match nul. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a eu un litige sur Nicolaisen sur le corner. La frappe brestoise est détournée par Mounier, donc but. Sachant que juste avant, on espère tous une faute sur Nicolaisen qui va au duel avec Christophe Herel et Herel lui met carrément la main dans la figure et lui fait mal, tout simplement. Donc la question. Je vais vous poser 3 cas. Pour vous, qui sont les coupables? Dupé qui s'arrête totalement et qui est pas prêt, qui est mal sur ses appuis, qui s'arrête un peu de jouer en réclamant la faute, qui sort un peu de son action. Abouklal qui monte pas assez vite sur le corner et qui laisse en jeu, on va dire encore Steve Mounier, ou l'arbitre qui ne siffle pas la faute, sachant qu'on y viendra après, mais notre cher président a fait une petite sortie diplomatique en conférence de presse. Moi, je dirais erreur collective parce que du moment où tu as la vidéo qui est présente, tu te dois aller au bout des actions, même si tu penses qu'il y a faute, même si tu t'es obligé de suivre au bout, quoi. Et là, on sent qu'il y a une équipe qui s'est arrêtée de défendre sur l'action. Donc c'est ça qui me dérange un peu, moi, de toujours réclamer, de toujours être en permanence en train de. Il faut aller au bout. Tu vas au bout et puis au final, tu vois, ça tranche. Soit il y a faute, soit il y a pas faute. Mais moi, je rajouterais quand même Nicolaisen dès le départ. Qui est en retard sur le duel. Voilà, qui est déjà en retard sur le duel. Je rajouterai les deux qui traînent là, donc je crois que c'est Ratao qui traîne. Abouklal et Ratao. Abouklal, c'est le plus flagrant. Donc ils traînent dans la surface. S'ils avaient été un peu plus réactifs, tu montes, Mounier est hors jeu. Donc après sur la faute, je sais pas, vous voulez qu'on en parle là ou? Attends, on va écouter Paul l'après-midi vite fait. Moi je suis du même avis, je pense qu'il faut aller au bout des actions. Avec la VAR aujourd'hui, les actions vont au bout. Après, faute, pas faute, c'est à l'interprétation de l'arbitre, donc faut pas prendre de risques, faut finir l'action et défendre jusqu'au bout. C'est aussi après on peut reprocher, mais on va en parler après, mais pour moi il y a faute et après bien pour toi il y a faute du coup sur Nicolaisen. Et il lui met la main dans le visage quoi quand même. Ça siffle. Pour moi ça siffle. Moi je vais être avant que je laisse la parole à Mehdi, il y a certains arbitres qui vont le siffler, d'autres qui vont pas le siffler, voilà, et c'est le truc, c'est qu'on manque de cohérence dans cet arbitrage français et c'est un peu compliqué. Moi je pense qu'il y a pas faute. Puisqu'en fait la main elle est après, donc l'impulsion, il n'y a pas faute sur l'impulsion, il prend le ballon et la main c'est dans la redescente du Brestois quoi. Ça me fait de jeu qui puisqu'en fait Nicolaisen n'a pas sauté, donc Mehdi sauté. Donc pour moi il n'y a pas faute quoi. Enfin il n'y a pas faute, c'est on réclame tellement un arbitrage à l'anglaise où c'est qu'on laisse jouer et là pour moi il n'y a pas faute. Mehdi, t'es plus team arbitrage, Dupé ou l'axe défensif qui remonte pas assez? Moi, j'ai envie de dire comme Thierry Roland, Monsieur Foot, vous êtes un salaud. Il y a toujours des coupables sur des buts. Oui, évidemment. Et pour qu'il y ait des buts, il faut qu'il y ait des erreurs. Donc oui, il y a des conneries de fait. C'est une action comme il y en a plein d'autres dans la saison. Oui, tu peux siffler faute sur Nicolaisen. Oui, tu peux ne pas siffler faute sur Nicolaisen. Voilà, moi je trouve que c'est plutôt ce qui me fait chier, c'est que c'est sur ces frappes déviées là à la con et voilà, Dupé s'arrête. Moi j'ai envie de dire le seul qu'on voit qui s'arrête c'est Dupé, mais j'ai même pas envie de lui taper dessus non plus. Voilà, des buts t'en prends à d'autres. Moi franchement je sais même pas pourquoi il y a autant de débats autour de ça. J'ai pas compris le coup de gueule de Comolli. Ouais. Le coup de gueule de Comolli, il y va parce qu'il fait une capture d'écran et c'est ça qui est un peu dangereux d'ailleurs, c'est qu'il a pris une capture d'écran et sur la capture d'écran, je pense qu'on siffle tous à 200% faute. Oui, mais il y a un contexte. C'est une image arrêtée. Faut finir. C'est qu'il y a un contexte à avoir et c'est qu'une capture d'écran. Et dans le contexte, déjà de base, Nicolaisen est en retard. Il est sur la redescente, etc. Et bon, ça peut se siffler. Il y en a qui les ont déjà sifflés, ce genre de faute, et même pour moins que ça. Rappelez-vous le but refusé de Chabi il y a 2 semaines, sur Ratao, la main qui fait, enfin la petite poussette. Ça se trouve, Monsieur Millot la siffle pas là. Donc, c'est, voilà. Et je pense, alors attendez, vas-y. La cohérence, on va juste m'arrêter sur ça. Qu'est-ce que t'as pas compris dans ce qu'a dit Comolli, Mehdi? Parce que lui, ce qu'il reproche, c'est aussi cette cohérence d'arbitrage et tout ce talent qui se passe autour de l'arbitrage. La cohérence, c'est fait pour les robots. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Non, je dis la cohérence, c'est pour les robots. À partir du moment où tu mets des êtres humains, oui, il va y avoir des décisions différentes sur des actions qui sont les mêmes. Voilà. Si à partir du moment où on peut pas accepter ça, c'est arbitré par des robots. C'est tout ce que, voilà. Et oui, je sais pas. Moi, je vois rien d'extraordinaire, rien de.
y a rien de fou pour moi. Enfin, c'est qui arrive tout le temps, tous les ans. Ouais. Tout le monde s'en plaint, mais au lieu de chialer sur ce genre de choses, et puis, faut pas oublier. Je préférais qu'on dise que pour une fois, on a fait un match un peu moyen, quoi. Et puis, en notre faveur, on a souvent eu des coups du sort aussi. Voilà, ça arrive aussi. C'est le lot. Maintenant, on tape sur la vidéo aussi. La vidéo, c'est un outil, mais ça fait appel aussi à l'interprétation de l'arbitre. Donc, c'est ce que je voulais dire, moi, c'est que si on se met à la place des Brestois, si nous, Brest, on est si l'arbitre t'annule ce but, tu vas râler aussi de la même façon que si Brest avait râlé. Est-ce qu'ils ont une feuille de match à Brest? Et après, je veux dire, c'est pas non plus une erreur flagrante, genre la même de Thierry Henry contre l'Irlande, quoi, tu vois. C'est une action, comme dit Mehdi, tu peux siffler, tu peux ne pas siffler. Bon, l'arbitre a décidé de pas siffler. Alors après, Comolli, qui l'accuse quand même de malhonnêteté, en gros. Là, moi, je trouve qu'il va un peu loin. Ouais, c'est clair. Bon, voilà, c'est... Pour finir, Paul. Oui, non, c'est clair, ça peut siffler, ça peut ne pas siffler. Comolli, il est allé loin dans ses accusations personnelles, etc. sur l'arbitre, je suis d'accord avec toi. Après, le coup de gueule en général de Comolli, moi je le comprends. Il y a trop d'erreurs d'arbitrage aujourd'hui dans le championnat français, des cartons rouges à gogo, etc. Donc c'est bien aussi un peu qu'il y ait un président qui mette un peu de pression sur les arbitres. On se plaignait sous Sadran d'avoir un président qui disait rien. Donc là, on a un président qui parle, au moins on sait ce qu'il pense. Qui disent des conneries des fois, bien sûr on va pas toujours être d'accord avec lui, mais moi je lui en voudrais pas de s'exprimer et c'est bien voilà qu'il y ait un président quand même qui mette un peu de pression sur les arbitres. Mais après, ce qu'il aurait fait une com de presse c'est un peu excessif s'il n'y avait pas eu ça, quoi. Est-ce qu'il aurait parlé de l'arbitrage si sur le match il n'y avait aucune décision litigieuse? On a Henri sur le Facebook Live qui nous dit que ce que reproche Comolli, c'est vraiment la réaction méprisante de l'arbitre. Au-delà de la faute ou pas, c'est ça, là, le site le double terrain, ne parlez pas. Non, mais ça c'est un autre souci. Ça c'est l'arbitrage hors du terrain, on va dire. C'est l'arbitrage français en général sur pas mal de trucs aussi, mais voilà, c'est comme ça. Communique pas. Voilà, les arbitres dans le foot ne communiquent pas. C'est pas comme au rugby où on peut voir, où on entend. Ils le demandent d'ailleurs. Où les arbitres parlent beaucoup, expliquent beaucoup, sont dans la pédagogie. Donc dans le foot et en France en particulier, ça ne marche pas comme ça. Alors oui, ça peut changer, mais c'est comme toutes les révolutions, on va dire culturelles, ça prend du temps. Donc, oui, ça c'est clair. Revenons à nos moutons, revenons aux sportifs un peu, messieurs. En ce première mi-temps, il y a eu quand même plus de 20 tirs au total entre les deux équipes. Donc un match quand même assez ouvert. On a Montagnier qui a dit en conférence de presse aussi qui trouvait qu'on retrouvait ce qu'on avait vu en Ligue 2 avec des blocs bas devant leur surface mais avec plus de talent. Et il compare aussi avec le match à Auxerre où il dit qu'on a eu un maximum de réussite. Auxerre, si je dis pas de bêtises, c'est 7 tirs cadrés, 5 buts. Là, on en a 7 ou 8 de cadrés, on n'en marque qu'un seul. Et cette fameuse aussi phrase qui ressort souvent d'être plus décisive dans les 30 derniers mètres. Dimanche, ce qui nous a manqué, c'est justement ça. Auxerre, le match, on le rejoue 10 fois. Je suis pas sûr qu'on le regagne 5-0 10 fois. Comme ça marche aussi à Marseille quand on prend le 6-1. Belle réaction en deuxième mi-temps. Mais voilà, encore... moi j'ai revu que la première mi-temps en replay, mais je trouve que même dans la première mi-temps, toujours pareil dans la construction, dans les phases de prépa, qu'est-ce qu'on est intéressant, c'est une, 2 touches de balle, 3 touches avec du mouvement, etc. Mais dans ces 30 derniers mètres, on a le mal qui dure au TF depuis pas mal d'années, c'est de prendre des décisions à l'entrée de la surface, d'allumer une frappe. On cherche toujours le bon mouvement, le mec esselé. Et pourtant, on a des belles stats en attaque, oui. on a une belle attaque. Hein. C'est ça. Mais après, on a l'image de Nicolaisen à la 80e là qui arrive à l'entrée de surface et qui te met une frappe. Je me dis, tu vois. Presque le tournant du match, c'est quand Ratao, il met sa frappe sur le poteau, quoi. Dès la 3e minute. Ouais. Donc là, c'est déjà pour moi, c'est le tournant de la partie, quoi. Si on marque là, Brest va être obligé de sortir, Ratao à Bouklal. Parce qu'à Bouklal, il y a pas mal de gens aussi qui commencent un peu à monter contre lui, qui disent ses stats le sauvent. Il marque, il est passeur décisif, ça lui sauve ses matchs, mais en soi, c'est dans le jeu, c'est compliqué. Il le trouve même pauvre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tu montes un régime quand même par rapport à ce qu'il propose au début. Ouais, il a pas fait un gros match, ouais. Contre Brest, il a pas fait un gros match, mais il marque. Mehdi. Marocain, il faut rentrer de la Coupe du Monde. Oui, voilà. Il faut quand même. Après, à Bouklal, il a jamais. Avant de partir, il était un peu plus en canne que ça. Oui. Il reviendra mieux que ça dans les semaines à venir. Il faut aussi digérer le mois et demi qu'il a passé au Qatar. Mais il faut pas s'attendre à Bouklal qui prenne le ballon et qu'il aille dribbler des mecs.
c'est pas du tout son profil. Son profil, c'est essayer de faire des appels à peu près intelligents et plus intelligents que la moyenne. Et ensuite, finir correctement parce qu'il a les 2 pieds. Et voilà, c'est ça le profil d'Abouklal. T'es pas un ailier d'un contre 1, quoi. À la limite, il peut faire la différence sur un contrôle. Mais voilà, on le voit que sur les 1 contre 1, il a du mal. Et effectivement, sur le match de Brest, quand il a un peu moins de jambes, ça se voit. Quand il est pas bien servi aussi, parce qu'il y a eu des transversales de merde aussi de certains. Ouais. Voilà, ça arrive. Branco. Ouais, on a Bernard sur le Facebook Live qui nous donne aussi son avis sur la composition et aussi sur le bilan du match. Du coup, Ratao Ado, pour lui, c'est pas bon. Il faut titulariser Dalinga et Shaibi. Je suis d'accord. Bon, alors quand Dalinga il joue, il faut pas le faire jouer, et quand il joue pas, il faut le faire jouer. Donc Montagnier a décidé de relancer Ado. Voilà, ça se passe pas trop mal, quoi, en fait. Moi, je l'ai pas trouvé très très bon, Ado. Ça se voit qu'il manque de confiance. Ado, il lui faudrait un petit but, je pense, pour le relancer un peu, parce que il a un peu du mal à s'acclimater au niveau Ligue 1. En Ligue 2, c'était bien, Ado. En Ligue 1, je le trouve un peu juste. Qu'est-ce que tu trouves de moins bon d'Ado avec Dalinga? Avec Dalinga, il est pas transcendant. Je sais qu'il est beaucoup critiqué, mais c'est 2 profils différents pour moi. Dalinga, il est un peu lent. C'est vraiment le 9 typique qu'il faut mettre dans de bonnes conditions pour qu'il puisse marquer. Je trouve qu'il fait pas assez d'appels. Je trouve qu'il n'est pas assez tranchant dans ses appels. Et ça se voit qu'il essaye, mais il est pas assez tranchant dans ses appels. Et Ado, les derniers matchs, j'avais les examens, je les ai moins vus, mais Ado, je le trouve un peu juste pour la Ligue 1, quoi. Moi, c'est un mec, je verrais Ado, qui est assez altruiste en plus, qui sent bien les coups, même dans les placements. Enfin, c'est un joueur, j'aime bien, mais je le verrais vraiment évoluer à 2 avec devant, avec un mec sur. Toi, tu le veux ton 3-5-2. Non, mais pour un joueur comme ça, après, je milite pas pour le 3-5-2, mais c'est vrai que je verrais, mais après, bon, le mec, je peux pas se le dire parce que Dalinga, je sais pas s'il est fait pour jouer à 2 devant, mais je sais pas, je le vois bien justement avoir un peu ce rôle de remiseur, de travailleur. Je sais pas, il serait plus à l'aise, je pense, à 2 devant. Montagne, il y a plus que ça, Dalinga, quand même, parce que là maintenant, ça fait quelques semaines, quelques matchs qu'on commence à le voir à gauche, on le voit au milieu, on le voit à droite. Donc moi, je trouve qu'il se déplace quand même maintenant. Oui. Mais ça, pour moi, Ado a encore une avance sur lui dans ses déplacements sans ballon. Après, le but qu'il met à Auxerre, fait bon. Non, mais je dis pas que c'est pas bon. Je te dis juste que Ado, il va plus se proposer. Ado, il revient beaucoup chercher les ballons. Si Ado technique, il aurait la technique de Dalinga, il serait titulaire à chaque fois. Il est trop brouillon techniquement encore. Et je trouve même que ça, pareil, ça progresse quand même petit à petit. Mais on a un mec pour moi, ils sont complémentaires. Et tu vois, Montagnier, il a dit, ce qu'on lui a interrogé sur la conférence de presse, il a dit, Fares et Thaïs sur le banc, c'est sûr, ils sont déçus parce que c'est des compétiteurs, mais certains vont commencer, d'autres finir le match. On le voit en fonction de l'adversaire, et il faut que nos remplaçants mettent toute leur énergie sur le match et soient performants. Et moi, c'est ce que je milite depuis le fameux truc à 5 changements, faut pas avoir 11 mecs titulaires, il faut avoir 14 mecs. Et un match, ça se construit tactiquement. Et peut-être que sur ce match-là, face à un bloc bas, on avait peut-être besoin de Montagnier a estimé qu'on avait besoin d'un Ado qui allait plus se déplacer, plus fatiguer les axiaux, pour peut-être ensuite faire rentrer peut-être un finisseur, on va dire, qui est Dalinga, qui est plus fin, et que voilà. Bon, ça a pas payé, avec des sites, de toute façon, on refait le monde. Et par exemple, sur Shaibi, c'est un jeune, donc je sais pas. Puis semaine à 3 matchs aussi, quand même. Voilà, il y a ça. Donc il a 19 ans, il n'a pas encore un coffre, c'est pas un joueur de 25 ans qui est confirmé, donc il faut qu'il acquiert du coffre, tout ça, donc il a besoin de temps de repos aussi. Donc moi je trouve que c'est bien de le ménager. Comme tu dis, on a joué 4 matchs depuis le 1er janvier. Donc voilà, c'est moi je pense que dans sa rotation, Montagnier c'est assez cohérent finalement. Mehdi, pour finir. Sur quoi tu veux? Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. C'est toi le roi de la fin. C'est toi qui as le mot de la fin. Non, sur Ado, si, il y a un truc. Si Ado il avait les pieds de Dalinga, il jouerait pas à Toulouse. Oui, c'est vrai aussi. Il y a de ça aussi. C'est encore bizarre quand même. Je sais pas. Donc après, si une chose, vous avez évoqué Shaibi, effectivement, il l'a peut-être ménagé sur une semaine à 3 jours. Après, je sais pas si il s'en repassera de Shaibi, parce que encore une fois, quand il rentre, on voit quand même qu'il y a des choses qui sont très très intéressantes. Il est capable de jouer en plus, que ça soit au milieu ou sur un côté. Je suis pas sûr qu'il s'en repasse de suite de Shaibi
et qu'ils le remettent pas titulaire parce qu'il est beaucoup trop intéressant pour ne jouer que 20 ou 25 minutes, quoi. Ben bon, il est trop jeune pour enquiller tu ne parles pas d'âge. Saison, il est encore trop jeune, quoi. Il faut moi qu'il le fasse tourner, ça me dérange pas. Et Dalinga, pour terminer, moi je pense que ça va être vraiment un sacré buteur chez nous. Enfin, messieurs, on termine la phase aller avec un bilan de 6 victoires, 5 matchs nuls, 8 défaites. On est 12e avec 29 buts marqués, 34 encaissés. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que sur nos 8 défaites, hormis Clermont et Nantes, le reste c'est que du top Ligue 1. C'est OM, Paris, Monaco, Rennes, Lens et Lille. Tout le reste, on a pris des points. Un match nul ou une victoire, tout le reste, on a pris des points. Et pour ceux qui doutaient, qui pensaient qu'on était en crise, voilà. Il y a une deuxième partie de saison à voir. À voir ce que ça va donner. Mais en attendant, on est en deuxième partie de saison, Camille, 23 points, tu multiplies par 2, 46. Et puis on a surtout les gros à domicile aussi. Donc, Et surtout, il y a pire que nous en dessous quand même. Oui. Si ça peut nous rassurer, moi je trouve que... Ajaccio, typiquement, quand on prend 7 face à Monaco, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais là, on se plaignait aussi. On se plaignait de pas prendre de points justement face à des équipes du top 5 ou top 6. Et on était toujours à l'extérieur. Là, on aura l'occasion de les avoir au stadium. Donc, hormis on pourra gratter peut-être Paris, Monaco, le reste, tu vas chez eux. Ouais. Angers, Auxerre, Montpellier, Strasbourg. Montpellier, c'est pas bon cette année. Moi, je nous vois au-dessus quand même. Ouais, pour terminer, je voulais dire qu'on prend des points dans notre championnat et que l'essentiel est fait. Il ne faut pas oublier que l'objectif de base, c'est le maintien. Bien sûr. Là, pour le moment, on s'en sort très très bien. Je pense que si on avait su début août qu'on serait à la moitié de saison 12e, on aurait tous signé. Donc, il ne faut pas non plus faire les difficiles et s'imaginer en Europa League comme on se l'imaginait au début. L'essentiel, c'est le maintien. Voilà. Mehdi, Oui. Merci d'être passé. Merci les gars. On espère te voir rapidement. C'est quand les vacances? Dans 3 semaines, 4 semaines? Déjà, on va peut-être se voir au stadium samedi. Oui, mais je te parlais à l'émission. Ah, l'émission, oui, non, mais il reste 4 semaines. Ok. Dans 4 semaines, à moins qu'il y ait une petite grève qui traîne par là, on ne sait jamais. Il a doublé, Mehdi, hier. T'as doublé hier, Mehdi? Il a doublé, ouais. Il a doublé. Ah oui, effectivement. Il a marqué 2. J'ai pas fait exprès. C'est trop loin pour voir. Et les jambes ce matin, ça allait? Ouais, tranquille. Frais comme Messi là. Parce que déjà, je l'ai vu à la douche, les fêtes ont été bonnes parce qu'il y avait un petit peu de gras. Hein. C'est pas le body summer de. Oui, c'est notre Wissam Ben Yedder à nous. Ta gueule, t'es mal placé. C'est bien pour ça que je l'ose. Bon, allez, on te fait un bisou et passe une belle soirée. Salut Mehdi. Ciao. Pendant qu'on va appeler notre supporter Loïc, je te laisse l'appeler. Pour finir, tu voulais nous parler d'une petite phrase par rapport au tifo. C'est le rien à foutre des trophées. Je vais m'attirer les foudres de certains supporters, peut-être certains présents ici, mais moi ça m'a un peu chatouillé. Je trouve ça. En fait, je comprends la signification derrière. On a un club qui a pas un gros palmarès, mais on supporte malgré tout. Mais je trouve que on peut pas dire comme ça qu'on en a rien à foutre des trophées. On l'a vu l'année dernière quand on a gagné la Ligue 2, tout le monde était hyper heureux. Je pense aussi aux demi-finales, la demi-finale de Coupe de France, tout le monde s'en souvient, contre Guingamp en 2009, où on devait aller en finale, on devait aller au Stade de France. Je pense à des clubs comme Montpellier qui ont gagné la Ligue 1, etc. C'est leur histoire. Je me souviens de la crête orange et bleue de Louis Nicolin. Donc non, on n'en a pas rien à foutre des trophées, même à Toulouse. Et je pense qu'un jour, on pourrait peut-être, si on se concentre un peu plus de temps en temps sur la Coupe de France, je pense qu'on pourrait peut-être aller gratter un trophée. Il faut malgré tout avoir cette ambition-là. Je me souviens aussi d'un chant des Indians dans les années où ça allait pas trop, sous Sadran, etc., qui chantait comme chaque année en février, on n'a plus rien à jouer, merci le TFC. Donc garder cet esprit-là et garder l'envie d'aller gagner un trophée malgré tout. Est-ce que tu as entendu que c'était quand même par rapport à un nouveau chant? Oui, je sais, j'ai entendu. Mais il y a une... Enfin, faut pas le voir au premier degré, je pense. Il faut le voir en mode... dans le sens où on est décrié, parce que justement, on n'a pas de trophée, qu'on est charrié même par rapport à ça, hein. Et que c'est en mode, en fait, on s'en fout, vous avez notre fierté, et en gros, on gagnera ensemble plus tard. Enfin, moi, j'entends ce que tu veux dire, mais moi, je pense qu'il faut aller plus loin que juste la phrase en elle-même. Moi, je le vois, on n'a pas autant de trophées, on n'a pas gagné des masses de trophées, mais avec du jeu et de la considération, on arrive à regrouper du monde.
être plein, le virage plein. On arrive à regrouper un virage et même un stadium qui quand même fait plus de 20 000 à chaque match. Ouais, pas besoin de ça, moi, je le vois vraiment dans cette signification-là, quoi. C'est on n'attend pas les trophées pour avoir une ferveur. C'est plus comme ça que les personnes. C'est fort quand même. Rien à foutre des trophées. Ouais, mais après c'est provocateur dans le sens où les Indians seraient les premiers à être fiers de gagner un trophée. Donc c'est plus dans le, je pense, de dire qu'on n'a pas besoin d'avoir des palmarès longs comme le bras pour être fier de cette équipe-là, quoi. Ça, ouais. On les fait venir les Indians peut-être pour qu'ils nous expliquent. Non, c'est qu'en fait, c'est que le virage sera toujours derrière le. On dirait un commentaire de texte, tu sais, de première ou de terminale. Non, mais c'est intéressant parce que tu m'expliquais que t'es abonné en virage, mais pas forcément Indians. Donc c'est intéressant aussi d'avoir ce truc. Nous, on est dedans, on est machin, mais il y a notre public aussi. Et toi, quand tu vois ça t'a choqué, on peut dire, enfin, pas choqué, interpellé. Ça m'a interpellé. Ça t'a interpellé, alors que tu vois, nous, les premiers. D'ailleurs, par exemple, le TEF a gagné la Coupe de France et tout le monde se souvient que c'est en 1957, par exemple. Donc les trophées, ça fait vraiment partie de l'histoire du club. Mais on peut pas. J'ai mis un commentaire sur le TFC qui a publié une photo de la banderole et je crois qu'il y a 18 supporters qui ont liké. Donc je suis pas le seul, je pense, à penser ça. Après, je vais pas critiquer les Indians. Non, mais au virage, tout le monde les adore. On débat autour de ça, mais je trouve ça intéressant aussi. Moi, je trouve ça intéressant que tu en parles parce que ça veut dire que même si on gagne pas des trophées, mais t'as un virage brise qui est plein. Je pense qu'il faut le voir plus loin, mais ça peut aussi interpeller. C'est un groupe indien qui est présent depuis 30 ans, qui ne lâche rien. Non, c'est pas rien à foutre des trophées. Oui, bien sûr, on aimerait gagner des trophées, on aimerait s'enflammer avec une coupe, un championnat, mais au-delà de ça. Ouais, moi ça me choque pas du tout. Et voilà. Mais je vais vous poser une question. Mais pourquoi il est plein le virage Brice aussi cette année? Pourquoi il est aussi plein? Parce que l'année dernière, on gagne un trophée justement. On va chercher la Ligue 2. Tu racontes une histoire avant de gagner un trophée. Bien sûr. Tu fais du jeu. Le virage il s'est rempli parce qu'on a accumulé les bons résultats et qu'on joue le titre. Après regarde, on est 12e, on a 8 points d'avance sur le 17e. C'est-à-dire on est dans le ventre mou. On a vécu le ventre mou aussi, mais il n'y a pas tant de ferveur. C'est juste que c'est une dynamique qui est positive et c'est ça. Il y a de la considération. Je le disais tout à l'heure aussi. Il y a de la considération de Comolli, de la reconnaissance. Il y a de la mise en avant de ce public-là aussi. Donc les gens, forcément, quand c'est positif, ils suivent. Mais cette dynamique, elle vient avec le gain d'un trophée aussi. Ouais, c'est plus de l'autodérision, moi je pense. Tu vois, c'est vraiment. Ça reprend aussi. Ça reprend le chant, hein, c'est le chant. Ouais, mais ça reprend aussi la banderole de Montpellier quand ils sont venus, où ils nous ont un peu chambré sur notre manque, voilà. Sur le palmarès. Donc ça répond comme ça. Non, moi ça me choque pas du tout, quoi. C'est pas. Mais moi je le voyais plus dans un sens où ça donne des arguments aux gens qui nous disent ouais machin, le TFC ils ont pas d'histoire, ils ont pas de trophée, etc. Et on peut pas forcément répondre. Alors là je vais être vulgaire et si je vais être méchant, c'est les mêmes mecs qui supportent Paris et le Barça le mercredi soir. L'histoire c'est pas. Bien sûr. L'histoire c'est pas que des trophées, tu vois. L'exemple de Colo-Colo, c'est quoi? C'est une coupe de Libertadores en 91 et pourtant c'est un club. Si tu t'intéresses au foot, c'est un club de légende que tu connais, quoi. Les légendes, c'est pas que des trophées, quoi. Si là. Allez. C'est une belle banderole quand même qui a été déployée. Ça fait référence au nouveau chant, en tout cas. Ça a été un beau tifo. Et puis c'est une manière de dire aux autres virages adverses que. Et une des meilleures ambiances aussi. Mais on est là, quoi. Pardon? La deuxième mi-temps, au niveau ambiance, c'était après, moi, autour de moi, ils chantent toujours pas, ça commence à m'énerver, mais ouais. Mais ça, c'est une autre histoire. Il est sourd. Merci pour cette petite intervention. Je pense on développera plus en off, mais n'hésitez pas à réagir pour savoir si vous êtes plus d'accord, ou si vous voyez ça comme une autorisation, si vous êtes un peu plus interpellé comme Paul, parce que c'est intéressant parce que nous on n'a pas l'habitude de ça et moi je t'avoue quand tu m'as envoyé ça, j'étais en mode ah ouais bon ok, mais je trouve ça bien parce que c'est bien aussi, peut-être qu'il y en a d'autres qui pensent comme toi aussi, donc c'est bien aussi.